Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur Homo France dans la guerre des idées. Aujourd'hui, c'est notre première émission, c'est notre première session depuis le début de cette année. Donc, nous sommes le 8 janvier et aujourd'hui, donc, nous allons discuter de la question africaine et la crise de l'impérialisme. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé donc aux États-Unis il y a 2 jours avec les supporters de Donald Trump. Donc, on va donc parler de ça. Et comme d'habitude, donc j'en profite pour vous demander d'alerter à vos amis, la famille, tout ça, tous ceux que vous pensez doivent nous accompagner, doivent participer à cette étude, parce que nous en avons besoin. Ce que nous allons dire, vous n'allez pas trouver ça dans la presse bourgeoise, quelles que soient les dénominations, vous n'allez pas les entendre dire ce que nous allons donc aborder ce soir. Je suis Loïs Kinshasa et je suis le secrétaire général de l'Internationale socialiste africaine. Et c'est une organisation, une vision du chairman de Malaysia qui réside aux États-Unis, qui représente en fait la continuité de la vision de Marcus Garvey de résoudre des problèmes des Noirs, des Africains, une fois pour toutes, en créant une Afrique unie, indépendante, sous la direction révolutionnaire des travailleurs africains, la source de création de toutes les richesses créées par notre labeur. Et c'est vraiment donc très important ce que nous allons faire ce soir. Donc, je répète encore, alertez vos amis, tous les potes, tous les cousins, tous les oncles, tous les tantes, les grands-papas, les grands-mamans, les neveux, les nièces, tout le monde. Il faut les alerter, nous accompagner dans ce programme. Alors, vous avez tous vu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est la crise. La crise est tellement grande qu'on ne peut pas la cacher. On ne peut pas l'ignorer. C'est impossible. Donc, la crise est là. Et maintenant, la question n'est même plus d'expliquer la crise. Il y a plusieurs explications. Et la plupart des explications ne sont pas correctes parce que ces explications viennent des supporters de ces systèmes. Ceux qui défendent le système, ceux qui sont bénéficiaires du système, ils abordent cette crise comme si c'était juste une crise passagère, temporaire. Donc le calme va revenir. Ce qui est faux, absolument faux. La crise, ce qu'on voit là, ce qu'on a vu avec le supporter de Trump, c'est une accentuation de la crise, voire même un pourrissement de la crise. Et ce qui est absolument vrai, que personne ne peut nier, c'est que la classe dirigeante aux États-Unis et à travers les nations opprimantes, parce que toutes les nations qui s'auto-proclament des démocraties sont des nations opprimantes. Premièrement, leur première caractéristique, c'est qu'elles sont des nations opprimantes qui oppriment des nations opprimées, à laquelle, bien sûr, appartiennent à l'Afrique. Donc, nous sommes entrés dans une période historique où la classe bourgeoise, c'est-à-dire les dirigeants des nations opprimantes de l'Occident, ne peuvent plus diriger comme par le passé. C'est-à-dire la paix que le capitaliste parasitaire avait la possibilité d'imposer sur le reste du monde entier, qu'ils exploitaient, n'est plus possible. Non seulement ce paix n'existe plus, mais ils n'ont pas la capacité d'imposer cette paix. Les États-Unis ne sont pas capables d'imposer la paix impérialiste pour que le calme revienne, pour que le blanc continue de vivre aux dépens de tous les peuples colonisés comme par le passé. Ça, c'est fini. C'est fini, ça n'existe plus, ce n'est plus possible. Les États-Unis sont incapables d'imposer la paix impérialiste. Et j'insiste sur ce point, la paix impérialiste ne veut pas dire qu'il y a la paix pour nous les colonisés. La paix pour les impérialistes veut tout simplement dire que les colonisés ne sont plus capables de résister d'une façon efficace contre les oppresseurs.
Donc, à ce moment-là, il y a une paix impérialiste. C'est-à-dire que la population colonisatrice, hein, les opprimants, la population, la société opprimante, les citoyens de la nation opprimante vivent, font des parties, font des fêtes, vivent aux dépens de peuples colonisés dont ils soutirent, dont ils exploitent, dont ils volent toutes les richesses nécessaires. Et quand ces opprimés ne peuvent pas s'organiser et se battre, on dit qu'il y a la paix. Vous voyez? Et cette possibilité-là, les États-Unis ne l'ont pas. Il suffit de regarder l'Afghanistan. La résistance continue là-bas. Qu'on soit d'accord avec les gens de l'Afghanistan ou pas, ils ont le droit de se défendre contre les oppresseurs venus d'ailleurs. Ce ne sont pas les peuples d'Afghanistan qui sont allés aux États-Unis ou qui sont venus en Europe. Hein? Ce n'est pas les peuples d'Afghanistan qui sont sur les Champs-Élysées ou aux États-Unis. Ce ne sont pas eux qui ont marché sur le Capitole. Ce n'est pas eux. Ce sont les États-Unis qui sont allés là-bas, qui ont construit des bases militaires là-bas. C'est l'OTAN qui est allé là-bas pour les opprimer, pour voler les ressources, pour accéder à ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. Le capital qui n'est pas le produit des labeurs des citoyens de l'Occident, mais plutôt le point de départ pour créer des richesses à l'Occident. Vous voyez, et ça c'est important. Donc ils n'ont plus cette capacité d'imposer la paix en Afghanistan. Bien sûr, ils ne peuvent pas le faire au Cuba. Le Cuba, depuis la révolution, le Cuba est un pays indépendant. Et ils ne peuvent pas le faire en Iran. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une menace de guerre contre l'Iran. Ils ne peuvent pas le faire en Syrie. C'est pour ça qu'il y a une menace de guerre contre la Syrie. Ils ne peuvent pas le faire au Venezuela. Et bien sûr, ils ne contrôlent plus la Chine. Et la Chine, c'est plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est énorme. C'est une population énorme. Et le succès de la Chine se réalise. Ce n'est pas encore fini. Le succès de la Chine se réalise aux dépens des États-Unis et des autres économies des pays, des nations opprimantes. Vous voyez, le succès de la Chine se réalise aux dépens des États-Unis, aux dépens de la France, aux dépens de l'Allemagne, etc., etc. Même s'il y a des échanges entre eux, parce que la Chine cherche à devenir la première puissance mondiale de l'économie parasitaire capitaliste. C'est ce que les États-Unis n'acceptent pas. Pendant au moins plus de 500 années, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vécu sur cette planète? Le pouvoir des gens venus de la terre chrétienne en Europe. Les chrétiens de l'Europe ont dominé le monde. Vous voyez? Et maintenant, il y a l'émergence de la Chine, qui n'est pas un pays chrétien, qui n'est pas un pays blanc. Et ça change beaucoup. Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est réelle. Et c'est une crise que le chairman Oman Istela, le leader de notre parti et du mouvement, caractérise des crises existentielles des États-Unis et du pouvoir impérialiste occidental en général, c'est-à-dire du pouvoir blanc en général. C'est une crise existentielle. Parce que non seulement c'est une réelle possibilité, mais le monde entier en est le témoin. Tout le monde a vu la perte du prestige lié à la Maison-Blanche, à la fonction de la présidence aux États-Unis. On a vu des gens entrer dans le Capitole, dans le bureau, mettre leurs pieds sur la table, faire ce qu'ils voulaient faire, etc., etc. On a vu ça. Donc cette crise n'a pas commencé, bien sûr, avec Donald Trump. Parce que si vous écoutez les démocrates et les autres dirigeants dans les pays de l'OTAN, c'est comme si, avant Trump, les États-Unis, c'était un pays qui fonctionnait parfaitement, un pays exemplaire, démocratique, bien sûr, entre guillemets, etc., etc. Non, la crise a commencé avant. Trump lui-même, l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, c'est juste un autre exemple concret de la crise de l'impérialisme. Un homme comme Trump, qui n'a pas été sélectionné au sein du Parti républicain, mais qui s'est imposé au Parti républicain et qui est devenu président des États-Unis, aussitôt qu'il
aussitôt qu'il est devenu président, il a été donc opposé pendant 4 ans par non seulement des gens qui étaient dans son propre cabinet, dans son entourage, dans son appareil administratif, mais aussi des gens qui étaient dans le Parti démocrate, c'est-à-dire les républicains et les démocrates s'étaient opposés à lui, parce qu'il représentait une rupture. Il ne voulait plus de l'alliance qu'on appelle alliance atlantiste, une alliance qui unit les États-Unis aux autres pays parasitaires de la nation blanche, etc. Il a commencé à exiger, bien qu'Obama aussi l'avait exigé, à ce que tout partenaire des États-Unis dans l'OTAN paie un peu plus la facture militaire pour maintenir l'OTAN, etc. etc. C'est-à-dire qu'il a créé, popularisé ce terme de fake news, comme quoi la presse bourgeoise, c'est une presse mensongère, etc. Ça, c'est une crise profonde. On nous a dit depuis longtemps, depuis qu'on était jeunes, que la presse était le 4e pouvoir en Occident. Et lui, il arrive et dit que c'est de fake news, il ne faut pas croire à tout, c'est des mensonges. Bien sûr, c'est vrai. La presse, elle est là pour défendre le système capitaliste parasitaire. La presse n'est pas là, la presse bourgeoise n'est pas là pour éclaircir, illuminer les cerveaux des opprimés, des travailleurs africains, mais plutôt pour nous maintenir dans l'obscurité, pour s'assurer que les Africains n'ont pas accès à l'information et à la science. La presse n'est pas neutre, ça n'existe pas. C'est une presse bourgeoise. Vous écoutez la presse britannique ou la presse française, la presse allemande, privée ou publique, ça ne change rien. Le privé et le public sont tous au service de la bourgeoisie. Et ça, c'est important. Que ce soit la presse de la gauche ou de la droite, ça ne change rien. Ça ne change rien. La colonisation, que ce soit à gauche ou à droite, c'est la colonisation. Hein? Donc, ne courez pas, ne fouillez pas vers le parti de gauche. Ces partis-là ne sont pas là pour résoudre les problèmes africains. C'est pour ça que nous avons dit la question africaine et l'accentuation de la crise de l'impérialisme. Hein, dans le titre, c'est ce que nous avons dit. Pourquoi? Parce que la crise aux États-Unis, c'est une question africaine. C'est-à-dire, dans cette crise-là, qu'est-ce qui va arriver aux Africains aux États-Unis? Qu'est-ce que les Africains doivent faire? Parce que dans chaque crise, ce qui importe, c'est que nous ayons une solution qui nous permet de récapturer, de redevenir un peuple libre. Qu'on soit aux États-Unis, en Afrique, ou en Europe, ou au Brésil, ou dans les Caraïbes, nous sommes avant tout les Africains. Non seulement nous sommes avant tout les Africains, mais nous sommes dans la captivité, nous sommes dans l'oppression, nous sommes dans l'exploitation, nous sommes dans les bondages. Hein? C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes les Noirs aux États-Unis, mais ce qui nous caractérise, premièrement, c'est qu'on n'a pas un pouvoir à nous. Nous sommes en France, mais ce qui nous caractérise, nous sommes un peuple sans pouvoir. Nous sommes en Afrique, ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes un peuple qui n'a pas un pouvoir international, même chez nous, sur notre sol, sur le sol de nos ancêtres, on n'a pas de pouvoir. Ce sont d'autres nations qui ont le pouvoir sur nous, sur notre sol. Ça, c'est impensable, c'est intolérable, on ne peut pas accepter ça, c'est inadmissible, c'est honteux, c'est une humiliation. Être humain, appartenir à une nation, oui, nous faisons partie de la nation africaine qui est fragmentée, dispersée, qui n'est pas encore unie. Vous voyez, parce que les Chinois sont chinois partout. On leur reconnaît ces caractères-là. On leur reconnaît l'appartenance à la nation chinoise. Mais quand il s'agit des Africains, comme les colonisateurs, depuis longtemps, nous ont définis comme les propriétés, nous sommes avant tout définis par rapport aux Français. Donc nous sommes des Sénégalais, des Guinéens, des Antillais, de Black French, etc., etc. Pareil, quand on parle anglais, on est jamaïcain, on est Black British, on est noir américain, on est noir canadien, on est brésilien. Non, nous ne sommes pas des Brésiliens, nous ne sommes pas des noirs américains, nous ne sommes pas tout ça. Et si, les gens insistent que nous le sommes, mais ce n'est pas ça, le caractère primaire, l'identité primaire, ce n'est pas ça. Ce qui est primaire, ce qui vient avant tout, c'est que nous sommes un peuple africain privé de notre liberté. Oui, privé de notre liberté de décider pour nous-mêmes, de gouverner pour nous-mêmes, de choisir pour nous-mêmes, de chanter pour nous-mêmes, de jouer, faire l'histoire pour nous-mêmes. On gagne combien de coupes pour les États-Unis ou pour la France, pour le Canada, on gagne ces coupes-là pour eux, pas pour nous.
Ah oui, on fait une histoire individuelle. Alors que la libération d'un peuple, c'est une histoire collective. Tout le monde va contribuer. Donc, il n'y a pas un seul État au monde qui a un pouvoir noir, un pouvoir africain. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est une question africaine. Quand on souffre de l'injustice en France, c'est une question africaine. Parce qu'on souffre pourquoi? Parce qu'on appartient à la nation qui n'a pas de pouvoir. C'est pour ça qu'on souffre. Vous voyez? Qu'on soit au Canada, qu'on soit au Congo, qu'on soit en Namibie, qu'on soit au Kenya, quand le noir souffre, quand le noir meurt à cause des maladies facilement guérissables, ou on meurt parce qu'on n'a pas un pouvoir international noir qui apporte des solutions, qui impose des solutions favorables, des solutions pensées premièrement pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire le colonialisme, tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes dans votre maison, au boulot, dans votre église, partout, dans votre village, partout, 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 partout. Tous les problèmes que nous avons, nous les Africains, sont liés, profondément liés, connectés. Tous ces problèmes-là dépendent à la relation que nous avons avec le colonialisme. C'est-à-dire que le pouvoir final, ce n'est pas nous qui l'avons. C'est pour ça que les présidents africains sont toujours en train de commander, sont toujours en train de faire le tour des capitales des pays soi-disant décideurs, c'est-à-dire des pays parasitaires qui vivent aux dépens de nous, qui s'enrichissent grâce aux richesses qu'ils prennent chez nous. La question africaine, c'est ça. C'est que les Africains produisent pas pour les Africains, les Noirs produisent pas pour le Noir, les Noirs du monde entier ne produisent pas pour l'Afrique, y compris les Noirs qui vivent en Afrique. Il suffit de regarder ce que nous exportons. On exporte tout pour nourrir les capitalistes étrangers, peu importe là où vous êtes. On vous paye un peu mieux qu'on est aux États-Unis ou c'est-à-dire quand on est en Occident. Mais on ne paye pas mieux pour nous sortir de la pauvreté et de la dépendance. Nous sommes toujours dépendants. Et c'est ça la question africaine, mettre fin à cette dépendance-là. Donc c'est une question universelle pour tous les Noirs. Alors, nous disons que les États-Unis n'ont plus ces moyens-là d'imposer donc la paix. Donc ça, c'est parti, ça n'existe plus. Et vous avez tous vu des commentaires de la part de Trump, par exemple, quand il dit qu'il ne concédera jamais, il ne concédera jamais de défaite en face de, comment ça s'appelle, de Joe Biden. Il ne va pas l'appeler. Il n'a pas dit ça, mais on imagine ce que ça veut dire quand il dit qu'il ne va jamais concéder à sa défaite. Et ça, c'est une rareté, ça. C'est une tradition, je ne sais pas combien de temps début ça existe, que chaque président américain qui a perdu donc aux élections, s'il était en office, si c'était lui qui était en fonction, il doit concéder. Et Trump a dit plusieurs fois qu'il n'allait pas concéder. Non seulement il a dit qu'il n'allait pas concéder, il a mobilisé le blanc, il a mobilisé sa base, et c'est là où c'est important. C'est là où tous ceux qui nous suivent doivent comprendre que c'est important. Pourquoi? Parce que la majorité des Blancs qui ont voté lors des dernières élections aux États-Unis, au mois de novembre, là, ils ont voté pour Donald Trump, qu'on appelle Donald Trump de tous les noms. Ce qui nous intéresse, c'est que Donald Trump a une base chez les Blancs. Près de 57% des Blancs ont voté pour Donald Trump. C'est ça le point. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire qu'il est confiant et s'il appelle aux actions, les Blancs vont répondre. Non seulement les Blancs vont répondre, il a la majorité de Blancs à son côté. Il a plus de Blancs à son côté que Joe Biden. C'est ça qui est l'important. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Joe Biden et Donald Trump, tous ces deux bandits-là, représentent le pouvoir blanc. Et Donald Trump se considère comme le représentant légitime du pouvoir blanc. Il ne reconnaît pas
Joe Biden. Et c'est cette fracture au sein de la classe dirigeante américaine qu'on doit suivre, qu'on doit comprendre. Ça va continuer à se développer. Jusqu'à quel point? La dernière fois que cette fracture, cette cassure, cette fissure s'est développée, ça a créé ce qu'on a appelé la guerre civile aux États-Unis entre 1861 et 1865, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important. Ça va continuer jusqu'à créer une guerre, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, cette cassure-là, cette fracture-là existe. On a vu Trump essayer de créer son propre appareil étatique. C'est-à-dire, comme il n'avait pas confiance aux agents de la FBI et d'autres institutions de la sécurité secrète ou politique, il a cherché à créer sa propre équipe. Hein. Il a voulu créer sa propre équipe. Et quand on dit créer sa propre équipe aux États-Unis, on ne parle pas de 10, 20, 30, 100 personnes, on parle de milliers de personnes. Vous avez vu vous-même, quand les protestants blancs sont arrivés dans le Capitole, quand ils sont entrés dedans, même avant d'entrer, il n'y avait pas de résistance. C'est Donald Trump qui avait donné l'ordre, il n'y a pas de résistance, ou c'est les policiers eux-mêmes qui s'identifient totalement ou presque entièrement aux protestants blancs, c'est-à-dire au pouvoir blanc qu'ils avaient en face d'eux. Et ça aussi, c'est un élément important qu'il faut suivre. Comment est-ce que Donald Trump est représenté au sein de l'appareil étatique? Parce qu'on a toujours dit depuis longtemps que la démocratie, c'est avant tout la forme de l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un État au service d'une classe politique, de la bourgeoisie, mais si la bourgeoisie est divisée, l'État va servir quelle faction de la bourgeoisie? Est-ce que c'est Donald Trump qui vont suivre ou c'est Joe Biden? On ne sait pas encore. Ce n'est pas encore réglé. C'est profond. Mais les Blancs qui suivent Donald Trump ont fait une démonstration de force il y a 2 jours. Et les Blancs, non seulement aux États-Unis, à travers le monde entier, ont vu ça. La presse a dit beaucoup de choses. C'est depuis longtemps que la presse bourgeoise, atlanticiste, pro-Biden, pro-Clinton, pro-George Bush, pro-Hillary Clinton, pro-Obama, pro-Macron et tous les autres dirigeants atlantistes de l'Occident ont toujours démonisé Trump. Et j'insiste, et comme je dis, Trump a une base réelle parmi les Blancs. On ne parle pas de 10 familles ou 20 familles. On parle de près de 74 millions plus de gens. Près de 74 millions. Ça, c'est plus que la population de la Guinée, du Mali, du Sénégal mis ensemble. C'est beaucoup de gens, ça. C'est pas loin de la population de l'Éthiopie. Près de 74 millions, au moins 74 millions de Blancs, ou presque de Blancs, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas Blancs qui ont voté pour Trump. Je crois qu'il y a eu 12% des Noirs qui ont voté pour Trump. Et une population, et un pourcentage, c'est un peu plus grand, peut-être 17 ou 18%, je ne suis pas sûr, mais un peu plus de 12% des Mexicains et d'autres peuples qui parlent espagnol, parce que tous ceux qui parlent espagnol ne sont pas hispaniques, c'est un terme flou, parce que ça ne vous dit pas que parmi ceux qui parlent espagnol, il y a la population mexicaine, qui est une population indigène. C'est des natifs, c'est des autochtones. Ils sont chez eux en Californie, ou au Texas. Au moins dans 5 États, ils sont chez eux, sur la terre de leurs ancêtres. C'est ceux de Blancs qui sont les autres, les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs. Et c'est important, parce que vous avez entendu Trump parler de Mexicains et des autres immigrés, alors que les immigrés, ce sont des Blancs qui n'ont pas été invités, qui n'ont pas eu de visa, qui ont envahi ces pays-là, qui ont volé la terre. Vous voyez, et ça, c'est important. Donc, juste pour revenir à Trump, donc, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a eu 74 millions de Blancs. 74 millions de Blancs, au moins, qui ont voté pour lui. Et que beaucoup de Blancs sont d'accord avec Trump. Ils pensent que les élections ont été truquées. Beaucoup de Blancs pensent que les élections ont été volées à Donald Trump. Beaucoup, pas 1 ou 2 ou 1000, des millions de Blancs
passe comme ça. C'est la crise, elle est réelle, elle est là. Et comment est-ce que Joe Biden peut diriger si la majorité de Blancs pense qu'il n'est pas légitime? Ah oui, c'est une crise sérieuse. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres aspects à cette crise. J'ai commencé ces programmes en disant que les États-Unis ne peuvent pas réimposer la paix américaine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ramener la Chine et d'autres pays dans l'esclavage colonial. C'est impossible. Dans la colonisation, c'est impossible. Ils ne peuvent pas. Et les précises de la Chine continuent de grandir. Ça aussi, c'est une possibilité. Enfin, c'est évident. La puissance de la Chine qui économiquement est en train de surpasser les États-Unis, c'est aussi évident. Non seulement c'est aussi évident, mais tous ces pays-là, y compris la Russie, hein, parce que pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a dit? On a essayé de dire que Donald Trump avait collaboré avec la Russie et que la Russie avait participé à manipuler, la Russie avait réussi donc à manipuler des élections aux États-Unis. Donc, vous voyez un pays qui se réclame être la première puissance du monde, qui a participé d'une façon innombrable dans plusieurs tentatives, réussies ou pas réussies, des coups d'État, des renversements des présidents démocratiquement élus par leur population, comme au Congo, Kinshasa avec Lumumba, comme Salvador Allende au Chili. Ils ont intervenu en Indonésie, où on a massacré les communistes indonésiens par millions. Hein. C'est-à-dire que les États-Unis ont imposé la guerre au Vietnam, parce que le Vietnamien voulait être un peuple libre. Ils ont dit que, ça c'est le leader vietnamien, Ho Chi Minh, que rien n'est plus précieux que la liberté. Rien n'est plus précieux que la liberté. Vous imaginez? Vous imaginez ça? Et ils ont combattu les Japonais, les Français et les Américains pour réclamer euh, leur liberté. Donc, juste pour dire que les États-Unis sont en train de perdre le prestige. Tout le monde a regardé ces images. Ce n'est pas un signe d'autorité, mais plutôt un signe de faiblesse. Les chaos qu'on a vus, c'est un signe de crise, du pourrissement de l'impérialisme. C'est un signe que la classe dirigeante américaine, à ce moment, est fracturée et on ne sait pas comment ils vont mettre fin, comment ils vont penser, quel pansement ils vont utiliser pour mettre fin à cette fracture. Et ça, c'est important pour les Africains. C'est pour ça que je reviens au titre de ces jours, de cette étude, hein, parce que la question africaine, chaque fois que vous voyez il y a une crise, là où vivent les Américains, là où il y a les Africains, là où les Africains ne peuvent pas agir, et plutôt ils sont potentiellement les victimes dans cette crise, c'est une question africaine. La crise aux États-Unis, c'est une question africaine. Qu'est-ce qu'Abraham Lincoln a dit? On dit qu'il a fait la guerre pour mettre fin à l'esclavage, ce qui n'est pas vrai. Il cherchait à sauver l'union des États-Unis. C'est pour ça qu'il a fait la guerre. Une raison pour laquelle il a fait la guerre. Il n'a pas fait la guerre pour nous sauver, non, pas du tout. Pas du tout. Mais le point ici, c'est une question africaine. C'est-à-dire, comment est-ce que l'Africain, qu'est-ce que l'Africain doit faire pour que la crise ne soit pas résolue contre nous, à nos dépens. Et là, moi, je répète, hein, quand nous disons que c'est une question africaine, c'est-à-dire que comment est-ce que la crise aux États-Unis, qui est une crise impérialiste, qui est une crise du capitalisme parasitaire, qui est une crise du pouvoir occidental, c'est du pouvoir blanc, et c'est une bonne chose que le pouvoir blanc est en crise, parce que nous, on n'a pas de pouvoir. Et les gens qui ont le pouvoir sur nous, le pouvoir blanc en général, et si le pouvoir-là est en crise, c'est une bonne chose pour tous les opprimés, tous les colonisés. Et cette crise-là, cette crise impérialiste ne doit pas être résolue contre nous, à nos dépens. Mais pour que cela ne soit pas possible, nous devons nous organiser. C'est pour ça que nous lançons un appel à ceux qui nous écoutent. On ne peut pas être observateur et on ne peut pas dépendre des démocrates. C'est ce qu'ils font le noir, la majorité aux États-Unis. Parce que la majorité, les Africains n'ont pas accès
à notre organisation, à notre analyse, à notre explication, qui n'est pas une nouvelle explication, parce que cette crise ne fait que vérifier la justesse de notre analyse. On a défini cette crise, ça fait 40 ans que Chairman Malaysia dit la même chose. Si je vous lis un texte écrit en 1981, vous n'allez pas me croire. Il y a longtemps. Ça fait 40 ans. Hein? Vous voyez? Donc, c'est depuis longtemps qu'on dit la même chose, que le système impérialiste est en crise, et que ce qu'on ajoute peut-être, c'est une crise existentielle, comme c'était pour la Russie en 89. La Russie, pas la Russie bien soviétique, n'existait plus. C'était aussi une crise du système impérialiste. Ce n'était pas une crise du système socialiste. Il n'y a jamais eu de système socialiste. Et ça, vraiment, écoutez-moi très bien, quand je dis qu'il n'y a pas eu de système universel, planétaire, un système socialiste, pour la simple raison que le système parasitaire capitaliste était le système dominant, principal. Mais dans ce système-là, ceux qui croyaient au socialisme ont pris les pouvoirs. Ceci ne veut pas dire parce que ceux qui croient au socialisme ont pris les pouvoirs que ceux qui le font deviennent donc automatiquement le système socialiste. Non, ce n'est pas un système socialiste. Ils opéraient dans un système capitaliste parasitique dominé par le pouvoir occidental. C'est-à-dire les conditions de prendre le pouvoir ont été créées et ils ont pris le pouvoir. Mais les conditions pour créer un système international socialiste n'ont jamais existé. Parce que ça, c'est la mission des travailleurs africains. Les colonisés des colonisés, les opprimés des opprimés. La nation africaine, les travailleurs africains, les travailleurs les plus opprimés, qui ont fait la révolution haïtienne, qui ont créé Patrice Lumumba, qui ont créé Robert Sobukwe et Malcolm X et d'autres leaders importants et tout, doivent faire la révolution avant tout, doivent diriger la révolution. Alors que la révolution chez nous n'a pas été dirigée par un parti révolutionnaire, un parti qui pense comment mettre fin au système parasitaire, au système capitaliste parasitaire au niveau de la planète. La plus proche tentative qu'on avait faite, c'est celle de Garvey. Mais Marcus Garvey n'avait pas, à son temps, eu la possibilité d'approfondir la question du socialisme et de la direction prolétarienne, donc les travailleurs africains. Parce que les petits bourgeois africains et les travailleurs africains, toute la population africaine était opprimée. Alors qu'après les années 60, c'est un peu différent. La petite bourgeoisie en tant que classe est devenue une classe dirigeante dans toutes les colonies. Les colonisés africains et les colonies africaines sont gérées par la petite bourgeoisie, ce qui n'était pas le cas au temps de Garvey. Donc, juste pour clôturer cette parenthèse, que le socialisme international, en tant que système, n'a jamais existé. Mais plutôt les socialistes, ceux qui croyaient au socialisme, ont pris le pouvoir. Mais ils n'ont pas détruit le système parasitaire, le système capitaliste parasitaire. Ça, c'est la mission de la révolution africaine. C'est ça la différence entre la révolution africaine qui s'annonce et la révolution russe, ou révolution chinoise, etc. etc. Ça, c'est important. Il ne faut jamais oublier que ce système capitaliste parasitaire a été créé premièrement au dépens et grâce à l'esclavage colonial que les Africains ont subi pendant plus de 3 siècles et suivi de ce qu'ils ont appelé la colonisation, c'est-à-dire de l'esclavage à l'époque de l'industrialisation. Parce qu'avant cela, quand on dit esclavage noir, c'est-à-dire avant l'industrialisation. Et c'est ça la différence. Alors, juste pour, il nous reste combien de temps? Donc, je vais juste actionner, voir s'il y a des questions, là, je peux le voir. Si, j'espère que tout se passe bien, parce que là, je n'ai pas eu de... voilà. Ok, c'est bon.
Donc, s'il y a des questions, je vais voir. Alors là, je vous demande de partager. C'est vraiment important de partager. Je sais que c'est la première session, il n'y a sûrement pas beaucoup de gens qui nous suivent à ce moment-là, mais on va se développer. Donc, s'il y a deux personnes, chacune de ces deux personnes doit partager. Envoyer à 5 personnes chacun, ça va faire à 10 personnes. Et si on est à 3, on fait pareil. 3 fois 5, ça fait 15. Si on est à 4, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, je demande à chacun d'entre vous, ceux qui me suivent en direct, là, partagez, partagez, liker, comme on dit, et aussi faire des commentaires. Et c'est important. Bon, il y a quelqu'un qui ne parle pas le français, qui a fait des commentaires. Il ne comprend pas ce qu'on parle. De quoi on parle? Il dit qu'on parle de Jésus. Si quelqu'un peut lui répondre, dire qu'on parle de la révolution. On parle de la révolution, on ne parle pas de Jésus ici. On parle de la révolution. OK. Alors, en tout cas, partagez, partagez, hein, partagez. Alors, où sommes-nous? Où tiens-nous? Voilà. Alors, il y a un autre point que je vais aussi souligner. Rappelez-vous que en 1876, je crois que c'était, il y avait une crise qui est similaire à la crise que nous observons aux États-Unis. Et c'était donc à la fin déjà 10 ans, je crois, 15 ans, 10 ans à peu près, après la fin de la guerre civile, et que le républicain construit donc les États-Unis, et que les républicains, il y a eu des élections aux États-Unis. Et le résultat de cette élection en 1876 a été contesté. Et souvenez-vous que le Parti démocrate à l'époque, c'était au Sud. Hein. Le blanc du Sud était beaucoup aussi dans le Parti démocrate et que les Noirs avaient commencé à voter pour qui? Pour les républicains. C'est important. En 1876, les Blancs ne votaient pas, les Noirs ne votaient pas dans leur majorité pour les républicains. Ils votaient pour le. Non, les Noirs, dans leur majorité, ne votaient pas pour le Parti démocrate. Les Noirs, dans leur majorité, votaient pour les républicains parce que c'était le parti d'Abraham Lincoln. Et apparemment, ce type-là, lui, il dit qu'il a libéré, il prétend avoir libéré les Noirs. Alors nous sommes toujours dans la domination coloniale. Donc, quel genre de libération c'était? Vous voyez? Donc, et ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme compromis? C'est les compromis entre les leaders républicains et les leaders démocrates à l'époque, je ne me souviens plus de leur nom. Quoi, c'est Ice and Tinder ou Tyler. Mais je vais revenir sur leur nom sûrement à la prochaine émission. Ils ont fait un compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est que les gens au sud, les blancs au sud, donc là où les démocrates étaient forts, ils vont reconnaître la victoire du président donc, du Nord, républicain, mais à condition que les troupes fédérales que le président américain avait mis au sud pour protéger les Noirs, parce qu'à cette époque-là, les Noirs avaient commencé à participer à la vie politique. Ils étaient devenus donc des sénateurs, des gouverneurs, etc. Donc les Noirs étaient présents dans les institutions. Et ceci, c'est avant la ségrégation. Vous voyez? Et les Blancs du Sud ont dit, voilà, on va reconnaître la victoire du républicain. Tout ce qu'on a à faire, enlever les troupes fédérales dans le sud des États-Unis. On ne veut pas des troupes fédérales parce qu'elles sont là pour protéger les Noirs. Et nous voulons attaquer les Noirs. Ils font, bon, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais il faut, tout le monde avait compris. Si les troupes fédérales ne sont pas là, les Noirs vont être vulnérables, ils vont être attaqués par les colonialistes blancs, donc dans le sud des États-Unis. Et les partis républicains et les partis démocrates ont accepté, ils ont fait un compromis. Et le compromis a été fait au détriment des Noirs aux États-Unis. Et c'est comme ça que le Ku Klux Klan a été créé, parce que les troupes fédérales ont été donc,
on a fermé ces bases-là. Bon, on a enlevé les troupes fédérales et n'étaient plus présentes dans la communauté noire pour protéger les Noirs. Il n'y avait plus de protection pour les Noirs. Donc, c'était la chasse ouverte. C'est comme ça que les Ku Klux Klan a été créé et a commencé donc à terroriser les Noirs, à les chasser de certains quartiers, de certains endroits, etc., à les intimider, à les terroriser pour qu'ils ne participent plus aux élections. C'est comme ça que graduellement, ils ont imposé ce qu'on a appelé la ségrégation raciale. C'est en réalité la ségrégation coloniale. C'est une expression de la domination coloniale des Noirs. Parce qu'on ne peut pas imposer une ségrégation à un peuple qui est libre, qui a son propre pouvoir pour se défendre, qui a sa propre pouvoir économique, industriel, financier, économique, etc. C'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes, nos maisons dépendent de nous, notre nourriture dépend de nous, notre protection dépend de nous aussi. Et ce n'est pas le cas. Et on est tous dans la domination. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Qui est, non seulement nous devons comprendre, mais c'est l'histoire. Hein. Donc, il y a déjà eu dans le passé un compromis. Quand il y a une crise électorale vraiment aiguë, les deux partis ont fait un compromis en 1876. C'est juste ce que je voulais dire. Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. C'est une possibilité. Alors, je vais faire un dernier commentaire. C'est sur, comment il s'appelle, George Bush et les autres présidents, non seulement aux États-Unis, mais en dehors des États-Unis, qui disent que ce qui se passe aux États-Unis, c'est un exemple de la République bananière. Alors, ça, c'est vraiment donc c'est vraiment important. C'est le pas la République bananière. Parce qu'on parle de la République bananière, des pays en Amérique centrale et en Amérique latine, des pays que les États-Unis dominent. Là où les dirigeants américains vont faire des coups d'État, ils interviennent pour changer le président qui a été démocratiquement élu dans ce pays-là. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important. Il y avait des compagnies comme United Fruit, une compagnie américaine, qui décidait qui va être président dans les pays où ils contrôlaient les plantations qui produisaient des bananes et d'autres produits agricoles comme ça. Alors que les États-Unis, il n'y a aucune puissance qui est allée aux États-Unis pour leur dire, voilà, on vous ordonne de faire ça. Non, c'est une crise aux États-Unis, une crise causée par l'incapacité, l'impossibilité du gouvernement américain, de la classe dirigeante américaine, à se reproduire comme par le passé. C'est-à-dire, pour se reproduire comme par le passé, il faut qu'il y ait la paix impérialiste. C'est-à-dire, il faut que le colonisé soit dominé. Dominé, donc, il faut que la Chine soit un pays dominé, ce qui n'est pas le cas. Il faut que le Vietnam soit un pays dominé par les Américains, ce qui n'est pas le cas. Il faut que l'Iran soit dominé par les Américains, ce qui n'est pas le cas. Il faut que l'Afghanistan accepte la domination américaine, ce qui n'est pas le cas. Il faut que la Syrie soit dominée, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'Israël vive aux dépens des États-Unis, parce que l'Israël, c'est juste une extension militaire des États-Unis, et ça coûte énormément. Ils ont une subvention colossale de la part des États-Unis, et tout ceci, ce sont des coûts exorbitants, financiers, des coûts sociaux, etc., économiques, bien sûr, que les États-Unis ne peuvent plus se permettre de faire. Donc, la crise impérialiste aux États-Unis, c'est une crise pour les alliés de l'impérialisme. Oui, particulièrement à l'Israël. Donc, là où ça paraît calme, c'est un calme précaire. Toute puissance impérialiste que vous connaissez, si c'est calme chez eux, pour moi, c'est quelque chose de précaire. Ce n'est pas le calme qui va être éternel. Hein. Donc, en fait, ça n'existe pas. Hein. Comme vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de puissance éternelle, hein. La Grande-Bretagne a dirigé le monde pendant presque plus d'un siècle, mais ce n'était pas éternel. Les Allemands ont essayé de mettre fin à la domination anglaise. La puissance allemande a contribué, bien sûr, au déclin de l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a pas réussi à devenir la puissance mondiale numéro 1, pas du tout. On a vu comment les États-Unis sont devenus une puissance internationale dominante. Les États-Unis n'ont pas toujours dominé le monde, mais c'est surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que c'est devenu évident, une réalité à tous les niveaux. Bien qu'il y avait
la rivalité avec l'Union soviétique. L'Union soviétique, comme j'ai dit, s'est décroulée enfin, le bloc a commencé à s'écrouler en 89, et en 91, ça n'existait plus. Vous voyez, en 1991. Donc, maintenant, les États-Unis aussi, hein, de notre vivant, nous sommes en train de vivre le déclin, la crise existentielle des États-Unis. Donc, ce n'est pas une simple vue de l'esprit, donc c'est la réalité. Et la question, c'est quoi? Qu'est-ce vont faire les Africains? Parce que le blanc, comme j'ai dit, sont mobilisés. Ils sont venus à Washington, D.C., la capitale. Ils sont marchés sur le Capitole, tout et tout. Ils sont rentrés dans le Capitole, dans ce bâtiment-là. Et là où il y a c'est réuni le Congrès américain. Et les Congrès américains, sûrement, va essayer de réagir. Parce que tout le monde a vu à travers le monde que le Congrès, maintenant, représente la faiblesse des Américains. Et c'est sûr que la classe dirigeante américaine, démocrate républicaine, va essayer de répondre. Parce que ce n'est pas pour eux, ce n'est pas des bons augures pour eux que les pays comme l'Iran, la Syrie, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, la Turquie, tous ces pays-là commencent à se convaincre, commencent à croire que les États-Unis, c'est une puissance du passé. Non, pas seulement c'est une puissance en déclin, mais c'est une puissance passée. Hein. Et ça, ça crée un monde dangereux, mais c'est aussi un monde d'opportunités pour ceux qui vont oser faire le nécessaire pour ne pas être un peuple dominé, un pays dominé, une nation dominée. Mais l'Afrique, l'Africain, qu'allons-nous faire? C'est ça la question. La crise existentielle aux États-Unis. Comment nous, les Africains, nous allons nous en sortir? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la grande question. Les Africains croient encore que les élections en Guinée vont décider du futur de l'Afrique, ou les élections en Côte d'Ivoire, ou au Congo, ou un truc comme ça. Ou que des accords, des coopérations entre un pays africain avec la Chine ou la France, je ne sais pas quel pays encore, peuvent faire quoi que ce soit. Non, l'Afrique n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qui existe en Afrique, c'est un pouvoir étranger, à peau noire, mais étranger. Le pouvoir qui se trouve en Côte d'Ivoire, à peau noire, c'est un pouvoir étranger. C'est un pouvoir qui sert l'étranger. Le pouvoir qui existe à Niamey, à peau noire, mais c'est un pouvoir étranger. Si vous grattez cette peau noire, vous allez voir qu'il y a une peau blanche qui se cache d'ailleurs. Et partout en Afrique du Sud, partout aux États-Unis, en France, il n'y a pas de pouvoir noir. Les Noirs n'ont pas de pouvoir. Alors que les Chinois ont un pouvoir chinois réel, basé en Chine, mais exporté partout. Si vous allez dans n'importe quel pays de l'Occident, vous allez vous rendre compte de l'existence d'un pouvoir chinois. Ils contrôlent l'économie de la communauté. Et en plus, ils ont une présence réelle, une influence réelle dans l'économie mondiale, dans le pays où ils vivent, en France, en Grande-Bretagne, etc. Nous tous, nous savons où se trouvent les grands investissements chinois. C'est le pouvoir chinois. Le noir est le seul qui a peur d'avoir le pouvoir. Il a peur, le noir a peur d'avoir son propre pouvoir. Ils ne veulent pas discuter de la question de pouvoir. Ils veulent discuter de tout. Des matchs de foot, de la musique, de la religion, de tout, sauf du pouvoir. Et on ne peut pas continuer ainsi, chers frères et sœurs. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un pouvoir noir, mes frères et sœurs. Il faut que nous ayons un pouvoir. Nous, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Il faut que ça change. Vous voyez? Il ne suffit pas de dire, et même des gens qui disent, oh voilà, Trump c'est fasciste. Il n'allait même pas là. Léopold a tué plus de 10 millions d'Africains au Congo avant même qu'on ait entendu le nom de Hitler. Les Africains ont été en esclavage pendant des siècles. Il n'y avait pas le nom de Hitler. Ouais. Excusez-moi. C'est ça. Juste une seconde. Ok, donc on était un peu interrompu là.
Et il fallait un peu que je boive un peu d'eau. OK. Alors, on était où là? On était arrivé presque à la fin et on disait que ce qui est vraiment important pour nous, de comprendre que la question africaine, c'est vraiment la question principale dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment ça qui compte. Donc, quand nous disons la question africaine, c'est-à-dire la question de pouvoir, il faut que les Africains aient le pouvoir. On doit avoir le pouvoir. Et c'est le pouvoir que la petite bourgeoisie africaine est incapable de réaliser. Et ça, c'est important. La petite bourgeoisie africaine est incapable de réaliser un pouvoir international qui va protéger, qui va sauver, qui va garantir l'existence d'une Afrique libre, développée et une Afrique sociale où tout le monde vit donc, dans le bonheur, dans le développement, où il n'y a pas de patrons et des travailleurs, où il n'y a pas des dominés et des dominants, etc., où tous les Africains ont la même opportunité. Et ça, c'est une Afrique révolutionnaire. C'est une Afrique qui ne peut être créée par la révolution. Et la révolution, c'est la mission de la classe des travailleurs du prolétariat africain. Vous voyez? Donc, le pouvoir noir qui va changer le monde, ça ne va pas être un produit de la petite bourgeoisie africaine. Et la petite bourgeoisie africaine, sa mission, c'est de trahir la révolution. Ça fait 60 ans que l'Afrique est indépendante. Mais il faut regarder la misère en Afrique. On parle de progrès à gauche et à droite, mais on veut un progrès stratégique. La Chine a fait la révolution en 1949, 11 ans avant les indépendances de l'Afrique. Regardez où la Chine se trouve. Et la Chine a réussi à faire ce qu'elle a fait, ce qu'elle continue de faire, parce que c'est une nation unie de plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est ça la première richesse de la Chine. Hein. Or, l'Afrique, avec plus d'1 milliard, sûrement 400 millions d'habitants, nous sommes éparpillés à travers le monde. Et nous vivons tous comme des colonisés. Nous vivons tous dans l'humiliation, peu importe là où nous vivons. Mais nous vivons tous dans l'humiliation. Donc, il faut mettre fin à cela. Et ceci exige que nous soyons organisés. Et organisés pour une même vision. Vision d'une Afrique révolutionnaire unique qui va changer les cours de l'histoire, qui va changer le monde. Oui. Donc, je voulais juste dire ces mots-là donc, en conclusion. Et donc, je tiens à vous remercier tous pour votre participation. Et n'oubliez pas que on va revenir demain à la même heure. Demain, samedi, on va être là à la même heure. On va tout faire pour atteindre beaucoup de gens, pour qu'ils soient au courant qu'on va faire une autre étude demain, samedi, et après lundi et aussi mardi. Donc, 4 programmes en 5 jours. Donc, le prochain programme, c'est demain. Demain samedi à 8h30, donc heure d'Angleterre, 9h30, 21h30, heure de France. Et merci à tous. On se dit à bientôt. Et partagez, partagez, partagez. Pour